Chapitre 10 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Santé Palace. Section 1. Ce fut dans le monde entier une explosion de rire. Certes, la capture d'Arsène Lupin produisit une grosse sensation, et le public ne marchanda pas à la police les éloges qu'elle méritait pour cette revanche si longtemps espérée et si pleinement obtenue. Le grand aventurier était pris. L'extraordinaire, le génial, l'invisible héros se morfondait, comme les autres, entre les quatre murs d'une cellule, écrasé à son tour par cette puissance formidable qui s'appelle la justice, et qui, tôt ou tard, fatalement, brise les obstacles qu'on lui oppose et détruit l'œuvre de ses adversaires. Tout cela fut dit, imprimé, répété, commenté, rabâché. Le préfet de police eut la croix de commandeur, M. Weber la croix d'officier. On exalta l'adresse et le courage de leurs plus modestes collaborateurs. On applaudit, on chanta victoire, on fit des articles et des discours. Soit. Mais quelque chose cependant domina ce merveilleux concert d'éloges, cette allégresse bruyante. Ce fut un rire fou, énorme, spontané, inextinguible et tumultueux. Arsène Lupin, depuis 4 ans, était chef de la sûreté. Il l'était depuis 4 ans. Il l'était réellement, légalement, avec tous les droits que ce titre confère, avec l'estime de ses chefs, avec la faveur du gouvernement, avec l'admiration de tout le monde. Depuis 4 ans, le repos des habitants et la défense de la propriété étaient confiés à Arsène Lupin. Il veillait à l'accomplissement de la loi, il protégeait l'innocent et poursuivait le coupable. Et quel service il avait rendu! Jamais l'ordre n'avait été moins troublé. Jamais le crime découvert plus sûrement et plus rapidement. Qu'on se rappelle l'affaire de Nizou, le vol du Crédit Lyonnais, l'attaque du Rapide d'Orléans, l'assassinat du baron d'Orff. Autant de triomphes imprévus et foudroyants. Autant de ces magnifiques prouesses que l'on pouvait comparer aux plus célèbres victoires des plus illustres policiers. Jadis, dans un de ses discours, à l'occasion de l'incendie du Louvre et de la capture des coupables, le président du Conseil Valanglais, pour défendre la façon un peu arbitraire dont M. Lenormand avait agi, s'était écrié « Par sa clairvoyance, par son énergie, par ses qualités de décision et d'exécution, par ses procédés inattendus, par ses ressources inépuisables, M. Lenormand nous rappelle le seul homme qui eût pu, s'il vivait encore, lui tenir tête, c'est-à-dire Arsène Lupin. M. Lenormand, c'est un Arsène Lupin au service de la société. Et voilà que M. Lenormand n'était autre qu'Arsène Lupin. Qu'il fût prince russe, on s'en souciait peu. Lupin était coutumier de ces métamorphoses. Mais chef de la sûreté, quelle ironie charmante, quelle fantaisie dans la conduite de cette vie extraordinaire entre toutes. Monsieur Lenormand, Arsène Lupin. On s'expliquait aujourd'hui les tours de force, miraculeux en apparence, qui, récemment encore, avaient confondu la foule et déconcerté la police. On comprenait l'escamotage de son complice, en plein palais de justice, en plein jour, à la date fixée. Lui-même ne l'avait-il pas dit ? Quand on sort à la simplicité des moyens que j'ai employés pour cette évasion, on sera stupéfait. C'est tout cela, dira-t-on. Oui, c'est tout cela, mais il fallait y penser. C'était en effet d'une simplicité enfantine. Il suffisait d'être chef de la sûreté. Or, Lupin était chef de la sûreté, et tous les agents, en obéissant à ses ordres, se faisaient les complices involontaires et inconscients de Lupin. La bonne comédie, le bluff admirable, la farce monumentale et réconfortante à notre époque de volerie. Bien que prisonnier, bien que vaincu irrémédiablement, Lupin, malgré tout, était le grand vainqueur. De sa cellule, il rayonnait sur Paris. Plus que jamais, il était l'idole, plus que jamais le maître. En s'éveillant le lendemain dans son appartement de Santé Palace, comme il le désigna aussitôt, Arsène Lupin eut la vision très nette du bruit formidable qu'allait produire son arrestation, sous le double nom de Cernine et de Lenormand, et sous le double titre de prince et de chef de la sûreté. Il se frotta les mains et formula. Rien n'est meilleur pour tenir compagnie à l'homme solitaire que l'approbation de ses contemporains. Ô gloire, soleil des vivants! À la clarté, sa cellule lui plut davantage encore. La fenêtre, placée haut, laissait apercevoir les branches d'un arbre au travers duquel on voyait le bleu du ciel. Les murs étaient blancs. Il n'y avait qu'une table et une chaise, attachées au sol, mais tout cela était propre et sympathique. Allons, dit-il,
Une petite cure de repos ici ne manquera pas de charme. Mais procédons à notre toilette. Ai-je tout ce qu'il me faut? Non. En ce cas, 2 coups pour la femme de chambre. Il appuya, près de la porte, sur un mécanisme qui déclencha dans le couloir un disque signal. Au bout d'un instant, des verrous et des barres de fer furent tirés à l'extérieur, la serrure fonctionna, et un gardien apparut. « De l'eau chaude, mon ami, dit Lupin. L'autre le regarda, à la fois ahuri et furieux. « Ah !» s'écria Lupin. « Et une serviette éponge. Sapristi, il n'y a pas de serviette éponge. » L'homme grommela. « Tu te fiches de moi, n'est-ce pas? Ça n'est pas à faire. » Il se retirait lorsque Lupin lui saisit le bras violemment. « 100 francs, si tu veux porter une lettre à la poste. » Il tira de sa poche un billet de 100 francs qu'il avait soustrait aux recherches et le tendit. « La lettre, » fit le gardien en prenant l'argent. « Voilà, le temps de l'écrire. » Il s'assit à la table, traça quelques mots au crayon sur une feuille qu'il glissa dans une enveloppe et inscrivit « Monsieur S.B. 42, poste restante, Paris. » Le gardien prit la lettre et s'en alla. « Voilà une missive, se dit Lupin, qui ira à son adresse aussi sûrement que si je la portais moi-même. D'ici 1 heure tout au plus, j'aurai la réponse. Juste le temps nécessaire pour me livrer à l'examen de ma situation. » Il s'installa sur sa chaise et, à demi-voix, il résuma. « Somme toute, j'ai à combattre actuellement 2 adversaires. 1. La société qui me tient et dont je me moque. 2. Un personnage inconnu qui ne me tient pas, mais dont je ne me moque nullement. C'est lui qui a prévenu la police que j'étais Cernine. C'est lui qui a deviné que j'étais Monsieur Lenormand. C'est lui qui a fermé la porte du souterrain. Et c'est lui qui m'a fait fourrer en prison. » Arsène Lupin réfléchit une seconde, puis continua. « Donc, en fin de compte, la lutte est entre lui et moi. Et pour soutenir cette lutte, c'est-à-dire pour découvrir et réaliser l'affaire Kesselbach, je suis moi emprisonné, tandis qu'il est lui libre, inconnu, inaccessible, qu'il dispose des 2 atouts que je croyais avoir, Pierre le Duc et le vieux Steinweg. Bref, qu'il touche au but, après m'en avoir éloigné définitivement. » Nouvelle pause méditative, puis nouveau monologue. « La situation n'est pas brillante. D'un côté tout, de l'autre rien. En face de moi, un homme de ma force, plus fort même, puisqu'il n'a pas les scrupules dont je m'embarrasse. Et pour l'attaquer, point d'arme. » Il répéta plusieurs fois ces derniers mots d'une voix machinale, puis il se tut et, prenant son front entre ses mains, il resta longtemps pensif. « Entrez, monsieur le directeur, » dit-il en voyant la porte s'ouvrir. « Vous m'attendiez donc? Ne vous ai-je pas écrit, monsieur le directeur, pour vous prier de venir? Or, je n'ai pas douté une seconde que le gardien vous portât ma lettre. J'en ai si peu douté que j'ai inscrit sur l'enveloppe vos initiales, S, B, et votre âge, 42. » Le directeur s'appelait en effet Stanislas Borelli, et il était âgé de 42 ans. C'était un homme de figure agréable, doux de caractère, et qui traitait les détenus avec autant d'indulgence que possible. Il dit à Lupin: « Vous ne vous êtes pas mépris sur la probité de mon subordonné. Voici votre argent. Il vous sera remis lors de votre libération. Maintenant, vous allez repasser dans la chambre de fouille. » Lupin suivit M. Borelli dans la petite pièce réservée à cet usage, se déshabilla, et tandis que l'on visitait ses vêtements avec une méfiance justifiée, subit lui-même un examen des plus méticuleux. Il fut ensuite réintégré dans sa cellule, et M. Borelli prononça: « Je suis plus tranquille, voilà qui est fait. Et bien fait, monsieur le directeur, vos gens apportent à ces fonctions une délicatesse dont je tiens à les remercier par ce témoignage de ma satisfaction. » Il donna un billet de 100 francs à M. Borelli, qui fit un haut-le-corps. « Ah, ça, mais, d'où vient? » « Inutile de vous creuser la tête, monsieur le directeur. Un homme comme moi, menant la vie qu'il mène, est toujours prêt à toutes les éventualités, et aucune mésaventure, si pénible qu'elle soit, ne le prend au dépourvu, pas même l'emprisonnement. » Il saisit entre le pouce et l'index de sa main droite, le médius de sa main gauche, l'arracha d'un coup sec, et le présenta tranquillement à M. Borelli. « Ne sautez pas ainsi, monsieur le directeur. Ceci n'est pas mon doigt, mais un simple tube en baudruche, artistiquement colorié, et qui s'applique exactement sur mon médius, de façon à donner l'illusion du doigt réel. » Et il ajouta en riant: « Et de façon, bien entendu, à dissimuler un 3e billet de 100 francs. Que voulez-vous? On a le porte-monnaie que l'on peut, et il faut bien mettre à profit. » Il s'arrêta devant la mine effarée de M. Borelli. « Je vous en prie, monsieur le directeur, ne croyez pas que je veuille vous éblouir avec mon petit talent de société. Je voudrais seulement vous montrer que vous avez affaire à un client de nature un peu spéciale, et vous dire qu'il ne faudra pas vous étonner si je me rends coupable de certaines infractions aux règles ordinaires de votre établissement.
Le directeur s'était repris. Il déclara nettement. Je veux croire que vous vous conformerez à ces règles, et que vous ne m'obligerez pas à des mesures de rigueur, qui vous peineraient, n'est-ce pas, monsieur le directeur? C'est précisément cela que je voudrais vous épargner, en vous prouvant d'avance qu'elle ne m'empêcherait pas d'agir à ma guise, de correspondre avec mes amis, de défendre à l'extérieur les graves intérêts qui me sont confiés, d'écrire aux journaux soumis à mon inspiration, de poursuivre l'accomplissement de mes projets et, en fin de compte, de préparer mon évasion. Votre évasion? Lupin se mit à rire de bon cœur. Réfléchissez, monsieur le directeur. Ma seule excuse d'être en prison est d'en sortir. L'argument ne parut pas suffisant à monsieur Borelli. Il s'efforça de rire à son tour. Un homme averti en vaut deux. C'est ce que j'ai voulu. Prenez toutes les précautions, monsieur le directeur, ne négligez rien, pour que plus tard on n'ait rien à vous reprocher. D'autre part, je m'arrangerai de telle manière que, quels que soient les ennuis que vous aurez à supporter du fait de cette évasion, votre carrière du moins n'en souffre pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur le directeur. Vous pouvez vous retirer. Et tandis que monsieur Borelli s'en allait, profondément troublé par ce singulier pensionnaire, et fort inquiet sur les événements qui se préparaient, le détenu se jetait sur son lit en murmurant. Eh bien, mon vieux Lupin, tu en as du culot. On dirait en vérité que tu sais déjà comment tu sortiras d'ici. Section 2. La prison de la Santé est bâtie d'après le système du rayonnement. Au centre de la partie principale, il y a un rond-point d'où convergent tous les couloirs, de telle façon qu'un détenu ne peut sortir de sa cellule sans être aperçu aussitôt par les surveillants postés dans la cabine vitrée qui occupe le milieu de ce rond-point. Ce qui étonne les visiteurs qui parcourent la prison, c'est de rencontrer à chaque instant des détenus sans escorte, et qui semblent circuler comme s'ils étaient libres. En réalité, pour aller d'un point à un autre, de leur cellule par exemple, à la voiture pénitentiaire qui les attend dans la cour pour les mener au palais de justice, c'est-à-dire à l'instruction, ils franchissent des lignes droites, dont chacune est terminée par une porte que leur ouvre un gardien, lequel gardien est chargé uniquement d'ouvrir cette porte et de surveiller les 2 lignes droites qu'elle commande. Et ainsi, les prisonniers, libres en apparence, sont envoyés de porte en porte, de regard en regard, comme des colis qu'on se passe de main en main. Dehors, les gardes municipaux reçoivent l'objet et l'insèrent dans un des rayons du panier à salade. Tel est l'usage. Avec Lupin, il n'en fut tenu aucun compte. On se méfia de cette promenade à travers les couloirs. On se méfia de la voiture cellulaire. On se méfia de tout. M. Weber vint en personne, accompagné de 12 agents, ses meilleurs, des hommes de choix, armés jusqu'aux dents, cueillit le redoutable prisonnier au seuil de sa chambre et le conduisit dans un fiacre dont le cocher était un de ses hommes. À droite et à gauche, devant et derrière, trottaient des municipaux. « Bravo !» s'écria Lupin. « On a pour moi des égards qui me touchent. Une garde d'honneur. Peste, Weber, tu as le sens de la hiérarchie, toi. Tu n'oublies pas ce que tu dois à ton chef immédiat. » Et, lui frappant l'épaule, « Weber, j'ai l'intention de donner ma démission. Je te désignerai comme mon successeur. »« C'est presque fait, » dit Weber. « Quelle bonne nouvelle! J'avais des inquiétudes sur mon évasion. Je suis tranquille maintenant. Dès l'instant où Weber sera chef des services de la sûreté, M. Weber ne releva pas l'attaque. Au fond, il éprouvait un sentiment bizarre et complexe en face de son adversaire. Sentiment fait de la crainte que lui inspirait Lupin, de la déférence qu'il avait pour le prince Cernine et de l'admiration respectueuse qu'il avait toujours témoignée à M. Lenormand. Tout cela mêlé de rancune, d'envie et de haine satisfaite. On arrivait au palais de justice. Au bas de la souricière, des agents de la sûreté attendaient, parmi lesquels M. Weber se réjouit de voir ses 2 meilleurs lieutenants, les frères d'Oudeville. « Monsieur Formerie est là ?» leur dit-il. « Oui, chef. Monsieur le juge d'instruction est dans son cabinet. » M. Weber monta l'escalier, suivi de Lupin que les d'Oudeville encadraient. « Geneviève ?» murmura le prisonnier. « Sauvée. Où est-elle ? Chez sa grand-mère. Madame Kesselbach, à Paris, hôtel Bristol. Suzanne, disparue. Steinweg, nous ne savons rien. La villa Dupont est gardée ? Oui. La presse de ce matin est bonne ? Excellente. Bien, pour m'écrire, voilà mes instructions. » Il parvenait au couloir intérieur du premier étage. Lupin glissa dans la main d'un des frères une petite boulette de papier. Monsieur Formerie eut une phrase délicieuse lorsque Lupin entra dans son cabinet en compagnie du sous-chef. « Ah, vous voilà ! Je ne doutais pas que, un jour ou l'autre, nous ne mettrions la main sur vous. »« Je n'en doutais pas non plus, monsieur le juge d'instruction, dit Lupin.
et je me réjouis que ce soit vous que le destin ait désigné pour rendre justice à l'honnête homme que je suis. Il se fiche de moi, pensa M. Formerie. Et sur le même ton ironique et sérieux, il riposta. L'honnête homme que vous êtes, monsieur, doit s'expliquer pour l'instant sur 344 affaires de vol, cambriolage, escroquerie, faux, chantage, recel, etc. 344. Comment? Pas plus? S'écria Lupin. Je suis vraiment honteux. L'honnête homme que vous êtes doit s'expliquer aujourd'hui sur l'assassinat du sieur Altenheim. Tiens, c'est nouveau cela. L'idée est de vous, monsieur le juge d'instruction? Précisément. Très fort. En vérité, vous faites des progrès, monsieur Formerie. La position dans laquelle on vous a surpris ne laisse aucun doute. Aucun. Seulement, je me permettrai de vous demander ceci. De quelle blessure est mort Altenheim? Une blessure à la gorge, faite par un couteau. Et où est ce couteau? On ne l'a pas retrouvé. Comment ne l'aurait-on pas retrouvé si c'était moi l'assassin, puisque j'ai été surpris à côté même de l'homme que j'aurais tué? Et selon vous, l'assassin n'est autre que celui qui a égorgé M. Kesselbach, Chapman, etc. La nature de la plaie est une preuve suffisante. Par où se serait-il échappé? Par une trappe que vous découvrirez dans la salle même où le drame a eu lieu. M. Formerie eut un air fin. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas suivi cet exemple salutaire? J'ai tenté de le suivre, mais l'issue était barrée par une porte que je n'ai pu ouvrir. C'est pendant cette tentative que l'autre est revenu dans la salle et qu'il a tué son complice, par peur des révélations que celui-ci n'aurait pas manqué de faire. En même temps, il dissimulait au fond du placard où on l'a trouvé le paquet de vêtements que j'avais préparé. Pourquoi ces vêtements? Pour me déguiser. En venant au Lessines, mon dessein était celui-ci. Livrer Altenheim à la justice, me supprimer comme prince Cernine, et réapparaître sous les traits de Monsieur le Normand, peut-être. Justement. Non. Quoi? Monsieur Formerie souriait d'un air narquois, et remuait son index de droite à gauche, et de gauche à droite. Non, répéta-t-il. Quoi, non? L'histoire de Monsieur Lenormand, c'est bon pour le public, ça, mon ami. Mais vous ne ferez pas gober à Monsieur Formerie que Lupin et Lenormand ne faisaient qu'un. Il éclata de rire. Lupin, chef de la sûreté, non, tout ce que vous voudrez, mais pas ça, il y a des bornes. Je suis un bon garçon, mais tout de même. Voyons, entre nous, pour quelle raison cette nouvelle bourde? J'avoue que je ne vois pas bien. Lupin le regarda avec ahurissement. Malgré tout ce qu'il savait de M. Formerie, il n'imaginait pas un tel degré d'infatuation et d'aveuglement. La double personnalité du prince Cernine n'avait pas, à l'heure actuelle, un seul incrédule. M. Formerie seul. Lupin se retourna vers le sous-chef qui écoutait, bouche béante. Mon cher Weber, votre avancement me semble tout à fait compromis. Car enfin, si M. Lenormand n'est pas moi, c'est qu'il existe. Et s'il existe, je ne doute pas que M. Formerie, avec tout son flair, ne finisse par le découvrir. Auquel cas, on le découvrira, M. Lupin, s'écria le juge d'instruction. Je m'en charge. Et j'avoue que la confrontation entre vous et lui ne sera pas banale. Il s'esclaffait, jouait du tambour sur la table. Que c'est amusant! Ah, on ne s'ennuie pas avec vous. Ainsi, vous seriez M. Lenormand, et c'est vous qui auriez fait arrêter votre complice Marco. Parfaitement. Ne fallait-il pas faire plaisir au président du conseil et sauver le cabinet? Le fait est historique. Monsieur Formerie se tenait les côtes. Ah, ça, c'est à mourir, Dieu que c'est drôle. La réponse fera le tour du monde. Et alors, selon votre système, c'est avec vous que j'aurais fait l'enquête du début, au palace, après l'assassinat de M. Kesselbach? C'est bien avec moi que vous avez suivi l'affaire du diadème, quand j'étais duc de Charmeras, riposta Lupin d'une voix sarcastique. M. Formerie tressauta. Toute cette gaieté abolie par ce souvenir odieux. Subitement grave, il prononça. Donc, vous persistez dans ce système absurde. J'y suis obligé, parce que c'est la vérité. Il vous sera facile, en prenant le paquebot pour la Cochinchine, de trouver à Saillon les preuves de la mort du véritable M. Lenormand, du brave homme auquel je me suis substitué, et dont je vous ferai tenir l'acte de décès. Des blagues. Ma foi, monsieur le juge d'instruction, je vous confesserai que cela m'est tout à fait égal. S'il vous déplaît que je sois monsieur Lenormand, n'en parlons plus. S'il vous plaît que j'ai tué Altenheim, à votre guise. Vous vous amuserez à fournir des preuves. Je vous le répète, tout cela n'a aucune importance pour moi. Je considère toutes vos questions et toutes mes réponses comme nulles et non avenues. Votre instruction ne compte pas, pour cette bonne raison que je serai au diable Vauvert quand elle sera achevée. Seulement, sans vergogne, il prit une chaise et s'assit en face de M. Formerie de l'autre côté du bureau. Et d'un ton sec. Il y a un seulement, et le voici.
vous apprendrez, monsieur, que malgré les apparences et malgré vos intentions, je n'ai pas, moi, l'intention de perdre mon temps. Vous avez vos affaires, j'ai les miennes. Vous êtes payé pour faire les vôtres, je fais les miennes et je me paye. Or, l'affaire que je poursuis actuellement est de celle qui ne souffre pas une minute de distraction, pas une seconde d'arrêt dans la préparation et dans l'exécution des actes qui doivent la réaliser. Donc, je la poursuis, et comme vous me mettez dans l'obligation passagère de me tourner les pouces entre les quatre murs d'une cellule, c'est vous deux, messieurs, que je charge de mes intérêts, c'est compris ? Il était debout, l'attitude insolente et le visage dédaigneux. Et telle était la puissante domination de cet homme que ses deux interlocuteurs n'avaient pas osé l'interrompre. Monsieur Formerie prit le parti de rire, en observateur qui se divertit. « C'est drôle, c'est cocasse. » « Cocasse ou non, monsieur, c'est ainsi qu'il en sera. Mon procès, le fait de savoir si j'ai tué ou non, la recherche de mes antécédents, de mes délits ou forfaits passés, autant de fariboles auxquels je vous permets de vous distraire, pourvu, toutefois, que vous ne perdiez pas de vue un instant le but de votre mission. Qui est, demanda M. Formerie, toujours gagnard, qui est de vous substituer à moi dans mes investigations relatives au projet de M. Kesselbach, et notamment de découvrir le sieur Steinweg, sujet allemand, enlevé et séquestré par feu le baron Altenheim. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là ? Cette histoire de celle que je gardais pour moi quand j'étais, ou plutôt quand je croyais être M. le Normand. Une partie s'en déroula dans mon cabinet près d'ici, et Weber ne doit pas l'ignorer entièrement. En deux mots, le vieux Steinweg connaît la vérité sur ce mystérieux projet que M. Kesselbach poursuivait, et Altenheim, qui était également sur la piste, a escamoté le sieur Steinweg. On n'escamote pas les gens de la sorte, il est quelque part ce Steinweg. Sûrement. Vous savez où ? Oui. Je serais curieux, il est au numéro 29 de la villa Dupont. Monsieur Weber haussa les épaules. Chez Altenheim alors, dans l'hôtel qu'il habitait. Oui, voilà bien le crédit qu'on peut attacher à toutes ces bêtises. Dans la poche du baron, j'ai trouvé son adresse. 1 heure après, l'hôtel était occupé par mes hommes. Lupin poussa un soupir de soulagement. Ah, la bonne nouvelle. Moi qui redoutais l'intervention du complice, de celui que je n'ai pu atteindre, et un second enlèvement de Steinweg. Les domestiques ? Partis. Oui, un coup de téléphone de l'autre les aura prévenus, mais Steinweg est là. Monsieur Weber s'impatienta. Mais il n'y a personne, puisque je vous répète que mes hommes n'ont pas quitté l'hôtel. Monsieur le sous-chef de la sûreté, je vous donne le mandat de perquisitionner vous-même dans l'hôtel de la villa Dupont. Vous me rendrez compte demain du résultat de votre perquisition. Monsieur Weber haussa de nouveau les épaules, et sans relever l'impertinence de Lupin, j'ai des choses plus urgentes. Monsieur le sous-chef de la sûreté, il n'y a rien de plus urgent. Si vous tardez, tous mes plans sont à l'eau. Le vieux Steinweg ne parlera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il sera mort de faim si d'ici 1 jour, 2 jours au plus, vous ne lui apportez pas de quoi manger. Section 3. Très grave, murmura M. Formerie après une minute de réflexion. Malheureusement, il sourit, malheureusement, votre révélation est entachée d'un gros défaut. Ah, lequel ? C'est que tout cela, monsieur Lupin, n'est qu'une vaste fumisterie. Allons, ne vous fâchez pas, que voulez-vous ? Je commence à connaître vos trucs, et plus ils me paraissent obscurs, plus je me défie. Idiot, grommela Lupin. Monsieur Formerie se leva. Voilà qui est fait. Comme vous voyez, ce n'était qu'un interrogatoire de pure forme, la mise en présence des 2 duellistes. Maintenant que les épées sont engagées, il ne nous manque plus que le témoin obligatoire de ces passes d'armes, votre avocat. Bah, est-ce indispensable ? Indispensable. Faire travailler un des maîtres du barreau en vue de débats aussi problématiques ? Il le faut. En ce cas, je choisis maître Kimball. Le bâtonnier, à la bonne heure, vous serez bien défendu. Cette première séance était terminée. En descendant l'escalier de la souricière, entre les 2 Doudeville, le détenu articula, par petites phrases impératives. Qu'on surveille la maison de Geneviève. 4 hommes à demeure. Madame Kesselbach aussi. Elles sont menacées. On va perquisitionner Villa Dupont. Soyez-y. Si on découvre Steinweg, arrangez-vous pour qu'il se taise. Un peu de poudre au besoin. Quand serez-vous libre, patron ? Rien à faire pour l'instant. D'ailleurs, ça ne presse pas, je me repose. En bas, il rejoignit les gardes municipaux qui entouraient la voiture. À la maison, mes enfants, s'exclama-t-il, et rondement. J'ai rendez-vous avec moi, à 2 heures précises. Le trajet s'effectua sans incident. Rentré dans sa cellule, Lupin écrivit une longue lettre d'instruction détaillée au frère Doudeville et 2 autres lettres.
L'une était pour Geneviève. Geneviève, vous savez qui je suis maintenant, et vous comprendrez pourquoi je vous ai caché le nom de celui qui, par 2 fois, vous emporta toute petite dans ses bras. Geneviève, j'étais l'ami de votre mère, ami lointain dont elle ignorait la double existence, mais sur qui elle croyait pouvoir compter. Et c'est pourquoi, avant de mourir, elle m'écrivait quelques mots et me suppliait de veiller sur vous. Si indigne que je sois de votre estime, Geneviève, je resterai fidèle à ce vœu. Ne me chassez pas tout à fait de votre cœur. Arsène Lupin. L'autre lettre était adressée à Dolores Kesselbach. Son intérêt seul avait conduit près de Madame Kesselbach le prince Cernine. Mais un immense besoin de se dévouer à elle l'y avait retenu. Aujourd'hui que le prince Cernine n'est plus qu'Arsène Lupin, il demande à Madame Kesselbach de ne pas lui ôter le droit de la protéger, de loin, et comme on protège quelqu'un que l'on ne reverra plus. Il y avait des enveloppes sur la table. Il en prit une, puis 2, mais, comme il prenait la 3e, il aperçut une feuille de papier blanc dont la présence l'étonna, et sur laquelle étaient collés des mots. Visiblement découpés dans un journal, il déchiffra. « La lutte avec Altenheim ne t'a pas réussi. Renonce à t'occuper de l'affaire et je ne m'opposerai pas à ton évasion. Signé L.M. » Une fois de plus, Lupin eut ce sentiment de répulsion et de terreur que lui inspirait cet être innommable et fabuleux. La sensation de dégoût que l'on éprouve à toucher une bête venimeuse, un reptile. Encore lui, dit-il, et jusqu'ici, c'était cela également qui l'effarait. La vision subite qu'il avait par instant de cette puissance ennemie, une puissance aussi grande que la sienne, et qui disposait de moyens formidables, dont lui-même ne se rendait pas compte. Tout de suite, il soupçonna son gardien. Mais comment avait-on pu corrompre cet homme au visage dur, à l'expression sévère? Eh bien, tant mieux après tout, s'écria-t-il. Je n'ai jamais eu affaire qu'à des mazettes. Pour me combattre moi-même, j'avais dû me bombarder, chef de la sûreté. Cette fois, je suis servi. Voilà un homme qui me met dans sa poche, en jonglant, pourrait-on dire. Si j'arrive du fond de ma prison à éviter ses coups et à le démolir, à voir le vieux Steinweg et à lui arracher sa confession, à mettre debout l'affaire Kesselbach et à la réaliser intégralement, à défendre Madame Kesselbach et à conquérir le bonheur et la fortune pour Geneviève, eh bien vrai c'est que Lupin sera toujours Lupin. Et pour cela, commençons par dormir. Il s'étendit sur son lit en murmurant. Steinweg, patiente pour mourir jusqu'à demain soir, et je te jure, il dormit toute la fin du jour et toute la nuit et toute la matinée. Vers 11 heures, on vint lui annoncer que maître Kimball l'attendait au parloir des avocats. À quoi il répondit. Allez dire à maître Kimball que s'il a besoin de renseignements sur mes faits et gestes, il n'a qu'à consulter les journaux depuis 10 ans. Mon passé appartient à l'histoire. À midi, même cérémonial et même précaution que la veille pour le conduire au palais de justice. Il revit l'aîné des Doudeville, avec lequel il échangea quelques mots, et auquel il remit les 3 lettres qu'il avait préparées. Et il fut introduit chez M. Formery. Maître Kimball était là, porteur d'une serviette bourrée de documents. Lupin s'excusa aussitôt. Tous mes regrets, mon cher maître, de n'avoir pu vous recevoir, et tous mes regrets aussi pour la peine que vous voulez bien prendre. Peine inutile puisque... Oui, oui, nous savons, interrompit M. Formery, que vous serez en voyage, c'est convenu. Mais d'ici là, faisons notre besogne. Arsène Lupin, malgré toutes nos recherches, nous n'avons aucune donnée précise sur votre nom véritable. Comme c'est bizarre, moi non plus. Nous ne pourrions même pas affirmer que vous êtes le même Arsène Lupin qui fut détenu à la Santé en 1900 et qui s'évada une première fois. Une première fois est un mot très juste. Il arrive en effet, continua M. Formery, que la fiche Arsène Lupin, retrouvée au service anthropométrique, donne un signalement d'Arsène Lupin qui diffère en tout point de votre signalement actuel. De plus en plus bizarre. Indications différentes, mesures différentes, empreintes différentes, les 2 photographies elles-mêmes n'ont aucun rapport. Je vous demande donc de bien vouloir nous fixer sur votre identité exacte. C'est précisément ce que je désirais vous demander. J'ai vécu sous tant de noms différents que j'ai fini par oublier le mien. Je ne m'y reconnais plus. Donc, refus de répondre. Oui. Et pourquoi? Parce que... C'est un parti pris? Oui, je vous l'ai dit, votre enquête ne compte pas. Je vous ai donné hier mission d'en faire une qui m'intéresse. J'en attends le résultat. Et moi, s'écria M. Formery, je vous ai dit hier que je ne croyais pas un traître mot de votre histoire de Steinweg, et que je ne m'en occuperais pas. Alors pourquoi hier, après notre entrevue, vous êtes-vous rendu Villa Dupont, et avez-vous, en compagnie du sieur Weber,
Fouillez minutieusement le numéro 29. Comment savez-vous? Fit le juge d'instruction assez vexé. Par les journaux. Ah, vous lisez les journaux? Il faut bien se tenir au courant. J'ai en effet, par acquis de conscience, visité cette maison, sommairement et sans y attacher la moindre importance. Vous y attachez au contraire tant d'importance, et vous accomplissez la mission dont je vous ai chargé avec un rôle si digne d'éloge que, à l'heure actuelle, le sous-chef de la sûreté est en train de perquisitionner là-bas. Monsieur Formery sembla médusé. Il balbutia. Quelle invention! Nous avons, monsieur Weber et moi, bien d'autres chats à fouetter. À ce moment, un huissier entra et dit quelques mots à l'oreille de monsieur Formery. Qu'il entre! S'écria celui-ci. Qu'il entre! Et se précipitant. Eh bien, monsieur Weber, quoi de nouveau? Vous avez trouvé cet homme? Il ne prenait même pas la peine de dissimuler, tant il avait hâte de savoir. Le sous-chef de la sûreté répondit. Rien. Ah, vous êtes sûr? J'affirme qu'il n'y a personne dans cette maison, ni vivant, ni mort. Cependant, c'est ainsi, monsieur le juge d'instruction. Ils semblaient déçus tous les deux, comme si la conviction de Lupin les avait gagnés à leur tour. Vous voyez, Lupin, dit monsieur Formery, d'un ton de regret, et il ajouta. Tout ce que nous pouvons supposer, c'est que le vieux Steinweg, après avoir été enfermé là, n'y est plus. Lupin déclara. Avant-hier matin, il y était encore. Et, à 5 heures du soir, les hommes occupaient l'immeuble, nota M. Weber. Il faudrait donc admettre, conclut M. Formery, qu'il a été enlevé l'après-midi. Non, dit Lupin. Vous croyez? Hommage naïf à la clairvoyance de Lupin, que cette question instinctive du juge d'instruction, que cette sorte de soumission anticipée à tout ce que l'adversaire décréterait. Je fais plus que de le croire, affirma Lupin de la façon la plus nette. Il est matériellement impossible que le sieur Steinweg ait été libéré à ce moment. Steinweg est au numéro 29 de la villa Dupont. Monsieur Weber leva les bras au plafond. Mais c'est de la démence, puisque j'en arrive, puisque j'ai fouillé chacune des chambres. Un homme ne se cache pas comme une pièce de 100 sous. Alors, que faire? Gémit M. Formery. Que faire, monsieur le juge d'instruction? Riposta Lupin. C'est bien simple. Montez en voiture et me mener avec toutes les précautions qu'il vous plaira de prendre au 29 de la villa Dupont. Il est 1 heure. À 3 heures, j'aurai découvert Steinweg. L'offre était précise, impérieuse, exigeante. Les deux magistrats subirent le poids de cette volonté formidable. M. Formery regarda M. Weber. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'opposait à cette épreuve? Qu'en pensez-vous, M. Weber? Je ne sais pas trop. Oui, mais, cependant, s'il s'agit de la vie d'un homme... Évidemment, formula le sous-chef qui commençait à fléchir. La porte s'ouvrit. Un huissier apporta une lettre que M. Formery décacheta et où il lut ces mots. Défiez-vous. Si Lupin entre dans la maison de la villa Dupont, il en sortira libre. Son évasion est préparée. Elle aime. M. Formery devint blême. Le péril auquel il venait d'échapper l'épouvantait. Une fois de plus, Lupin s'était joué de lui. Steinweg n'existait pas. Tout bas, M. Formery marmotta des actions de grâce. Sans le miracle de cette lettre anonyme, il était perdu, déshonoré. Assez pour aujourd'hui, dit-il. Nous reprendrons l'interrogatoire demain. Garde! Que l'on reconduise ce détenu à la santé. Lupin ne broncha pas. Il se dit que le coup provenait de l'autre. Il se dit qu'il y avait 20 chances contre une pour que le sauvetage de Steinweg ne pût être opéré maintenant, et que, somme toute, il restait cette 21e chance, et qu'il n'y avait aucune raison pour que lui, Lupin, se désespérât. Il prononça donc simplement « Monsieur le juge d'instruction, je vous donne rendez-vous demain matin à 10 heures au 29 de la villa Dupont. » Vous êtes fou, et puisque je ne veux pas, moi, je veux. Cela suffit. À demain, 10 heures. Soyez exact. Section 4. Comme les autres fois, dès sa rentrée en cellule, Lupin se coucha, et, tout en bâillant, il songeait. Au fond, rien n'est plus pratique pour la conduite de mes affaires que cette existence. Chaque jour, je donne le petit coup de pouce qui met en branle toute la machine, et je n'ai qu'à patienter jusqu'au lendemain. Les événements se produisent d'eux-mêmes. Quel repos pour un homme surmené! Et, se tournant vers le mur, Steinweg, si tu tiens à la vie, ne meurs pas encore. Je te demande un petit peu de bonne volonté, fais comme moi, dors. Sauf à l'heure du repas, il dormit de nouveau jusqu'au matin. Ce ne fut que le bruit des serrures et des verrous qui le réveilla. Debout, lui dit le gardien, habillez-vous, c'est pressé. M. Weber et ses hommes le reçurent dans le couloir et l'amenèrent jusqu'au fiacre. Cocher, 29 villa Dupont, dit Lupin en montant. Et, rapidement. Ah,
Vous savez donc que nous allons là dit le sous-chef. Évidemment, je le sais, puisqu'hier j'ai donné rendez-vous à M. Formery au 29 de la Villa Dupont, sur le coup de 10 heures. Quand Lupin dit une chose, cette chose s'accomplit. La preuve? Dès la rue Pergolèse, les précautions multipliées par la police excitèrent la joie du prisonnier. Des escouades d'agents encombraient la rue. Quant à la Villa Dupont, elle était purement et simplement interdite à la circulation. L'état de siège, ricana Lupin. Weber, tu distribueras de ma part 1 louis à chacun de ces pauvres types que tu as dérangés sans raison. Tout de même, faut-il que vous ayez la venette? Pour un peu, tu me passerais les menottes. Je n'attendais que ton désir, dit M. Weber. Vas-y donc, mon vieux, faut bien rendre la partie égale entre nous, pense donc. Tu n'es que 300 aujourd'hui. Les mains enchaînées, il descendit de voiture devant le perron, et, tout de suite, on le dirigea vers une pièce où se tenait M. Formery. Les agents sortirent, M. Weber seul resta. Pardonnez-moi, monsieur le juge d'instruction, dit Lupin. J'ai peut-être 1 ou 2 minutes de retard. Soyez sûr qu'une autre fois, je m'arrangerai. M. Formery était blême. Un tremblement nerveux l'agitait. Il bégaya. Monsieur, madame Formery. Il dut s'interrompre, à bout de souffle, la gorge étranglée. Comment va-t-elle, cette bonne madame Formery demanda Lupin avec intérêt. J'ai eu le plaisir de danser avec elle cet hiver, au bal de l'hôtel de ville, et ce souvenir, monsieur, recommença le juge d'instruction. Monsieur, madame Formery a reçu de sa mère, hier soir, un coup de téléphone lui disant de passer en hâte. Madame Formery aussitôt est partie. Sans moi, malheureusement, car j'étais en train d'étudier votre dossier. Vous étudiez mon dossier? Voilà bien la boulette, observa Lupin. Or, à minuit, continua le juge, ne voyant pas revenir madame Formery, assez inquiet, j'ai couru sur sa mère. Madame Formery n'y était pas. Sa mère ne lui avait point téléphoné. Tout cela n'était que la plus abominable des embûches. À l'heure actuelle, madame Formery n'est pas encore rentrée. Ah! Fit Lupin avec indignation. Et après avoir réfléchi. Autant que je m'en souvienne, madame Formery est très jolie, n'est-ce pas? Le juge ne parut pas comprendre. Il s'avança vers Lupin, et d'une voix anxieuse, l'attitude quelque peu théâtrale. Monsieur, j'ai été prévenu ce matin par une lettre que ma femme me serait rendue immédiatement après que le sieur Steinway serait découvert. Voici cette lettre. Elle est signée Lupin. Est-elle de vous? Lupin examina la lettre et conclut gravement. Elle est de moi. Ce qui veut dire que vous voulez obtenir de moi, par contrainte, la direction des recherches relatives au sieur Steinway. Je l'exige, et que ma femme sera libre aussitôt après. Elle sera libre, même au cas où ses recherches seraient infructueuses. Ce cas n'est pas admissible. Et si je refuse? S'écria M. Formery, dans un accès imprévu de révolte. Lupin murmura. Un refus pourrait avoir des conséquences graves. Madame Formery est jolie. Soit, cherchez, vous êtes le maître, grinça M. Formery. Et M. Formery se croisa les bras, un homme qui sait, à l'occasion, se résigner devant la force supérieure des événements. M. Weber n'avait pas soufflé mot, mais il mordait rageusement sa moustache, et l'on sentait tout ce qu'il devait éprouver de colère à céder une fois de plus aux caprices de cet ennemi, vaincu et toujours victorieux. Montons, dit Lupin. On monta. Ouvrez la porte de cette chambre. On l'ouvrit. Qu'on m'enlève mes menottes. Il y eut une minute d'hésitation. M. Formery et M. Weber se consultèrent du regard. Qu'on m'enlève mes menottes, répéta Lupin. Je réponds de tout, assura le sous-chef. Et, faisant signe aux 8 hommes qui l'accompagnaient, l'arme au poing, au premier commandement, feu. Les hommes sortirent leurs revolvers. Bas les armes, ordonna Lupin, et les mains dans les poches. Et devant l'hésitation des agents, il déclara fortement. Je jure sur l'honneur que je suis ici pour sauver la vie d'un homme qui agonise et que je ne chercherai pas à m'évader. L'honneur de Lupin, marmotta l'un des agents. Un coup de pied sec sur la jambe lui fut poussé un hurlement de douleur. Tous les agents bondirent, secoués de haine. Halte! Cria M. Weber en s'interposant. Va, Lupin. Je te donne 1 heure. Si, dans 1 heure, je ne veux pas de conditions, objecta Lupin, intraitable. Fais donc à ta guise, animal, grogna le sous-chef exaspéré. Et il recula, entraînant ses hommes avec lui. À merveille, dit Lupin, comme ça on peut travailler tranquillement. Il s'assit dans un confortable fauteuil, demanda une cigarette, l'alluma, et se mit à lancer vers le plafond des anneaux de fumée, tandis que les autres attendaient avec une curiosité qu'ils n'essayaient pas de dissimuler. Au bout d'un instant, Weber, fais déplacer le lit. On déplaça le lit. Qu'on enlève tous les rideaux de l'alcôve.
On enleva les rideaux. Un long silence commença. On eût dit une de ces expériences d'hypnotisme auxquelles on assiste avec une ironie mêlée d'angoisse, avec la peur obscure des choses mystérieuses qui peuvent se produire. On allait peut-être voir un moribond surgir de l'espace, évoqué par l'incantation irrésistible du magicien. On allait peut-être voir... Quoi, déjà? S'écria M. Formerie. Ça y est, dit Lupin. Croyez-vous donc, monsieur le juge d'instruction, que je ne pense à rien dans ma cellule, et que je me sois fait amener ici, sans avoir quelques idées précises sur la question? Et alors? Dit M. Weber. Envoie l'un de tes hommes au tableau des sonneries électriques. Ça doit être accroché du côté des cuisines. Un des agents s'éloigna. Maintenant, appuie sur le bouton de la sonnerie électrique qui se trouve ici, dans l'alcôve, à la hauteur du lit. Bien, appuie fort, ne lâche pas. Assez comme ça. Maintenant, rappelle le type qu'on a envoyé en bas. 1 minute après, l'agent remontait. Eh bien, l'artiste, tu as entendu la sonnerie? Non. Un des numéros du tableau s'est déclenché? Non. Parfait. Je ne me suis pas trompé, dit Lupin. Weber, aie l'obligeance de débisser cette sonnerie, qui est fausse comme tu vois. C'est cela. Commence par tirer la petite cloche de porcelaine qui entoure le bouton. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu aperçois? Une sorte d'entonnoir, répliqua M. Weber. On tire à l'extrémité d'un tube. Penche-toi. Applique ta bouche à ce tube, comme si c'était un porte-voix. Ça y est. Appelle, appelle. Stanweg. Oh là, Stanweg. Inutile de crier. Parle simplement. Eh bien? On ne répond pas. Tu es sûr? Écoute, on ne répond pas? Non. Tant pis, c'est qu'il est mort, ou hors d'état de répondre. M. Formerie s'exclama. En ce cas, tout est perdu. Rien n'est perdu, dit Lupin, mais ce sera plus long. Ce tube a 2 extrémités, comme tous les tubes. Il s'agit de le suivre jusqu'à la seconde extrémité. Mais il faudra démolir toute la maison. Mais non, vous allez voir. Il s'était mis lui-même à la besogne, entouré par tous les agents qui pensaient d'ailleurs beaucoup plus à regarder ce qu'il faisait qu'à le surveiller. Il passa dans l'autre chambre et tout de suite, ainsi qu'il l'avait prévu, il aperçut un tuyau de plomb qui émergeait d'une encoignure et qui montait vers le plafond comme une conduite d'eau. « Ah ah !» dit Lupin, « ça monte. Pas bête. Généralement, on cherche dans les caves. » Le fil était découvert. Il n'y avait qu'à se laisser guider. Ils gagnèrent ainsi le second étage, puis le troisième, puis les mansardes, et ils virent ainsi que le plafond d'une de ces mansardes était crevé, et que le tuyau passait dans un grenier très bas, lequel était lui-même percé dans sa partie supérieure. Or, au-dessus, c'était le toit. Ils plantèrent une échelle et traversèrent une lucarne. Le toit était formé de plaques de tôle. « La piste est mauvaise, » déclara M. Formerie. Lupin haussa les épaules. « Pas du tout. Cependant, puisque le tuyau aboutit sous les plaques de tôle, cela prouve simplement que, entre ces plaques de tôle et la partie supérieure du grenier, il y a un espace libre où nous trouverons ce que nous cherchons. Impossible. Nous allons voir. Que l'on soulève les plaques. Non, pas là. C'est ici que le tuyau doit déboucher. » 3 agents exécutèrent l'ordre. L'un d'eux poussa une exclamation. « Ah, nous y sommes !» On se pencha. Lupin avait raison. Sous les plaques, que soutenait un treillis de lattes de bois à demi pourries, un vide existait, sur une hauteur d'1 mètre tout au plus, à l'endroit le plus élevé. Le premier agent qui descendit creva le plancher et tomba dans le grenier. Il fallut continuer sur le toit avec précaution, tout en soulevant la tôle. Un peu plus loin, il y avait une cheminée. Lupin, qui marchait en tête et qui suivait le travail des agents, s'arrêta et dit « Voilà, un homme, un cadavre plutôt, gisait, dont ils virent à la lueur éclatante du jour la face livide et convulsée de douleur. Des chaînes le liaient à des anneaux de fer engagés dans le corps de la cheminée. Il y avait 2 écuelles vides auprès de lui. Il est mort, dit le juge d'instruction. Qu'en savez-vous? Riposta Lupin. Il se laissa glisser, du pied, tâta le parquet qui lui sembla plus solide à cet endroit, et s'approcha du cadavre. M. Formerie et le sous-chef imitèrent son exemple. Après un instant d'examen, Lupin prononça. « Il respire encore. »« Oui, dit M. Formerie. Le cœur bat faiblement, mais il bat. Croyez-vous qu'on puisse le sauver? »« Évidemment, puisqu'il n'est pas mort, » déclara Lupin avec une belle assurance. Et il ordonna. « Du lait, tout de suite. Du lait additionné d'eau de Vichy, au galop, et je réponds de tout. » 20 minutes plus tard, le vieux Stanweg ouvrit les yeux. Lupin, qui était agenouillé près de lui, murmura lentement, nettement, de façon à graver ses paroles dans le cerveau du malade. « Écoute, Stanweg, ne révèle à personne le secret de Pierre-le-Duc. Moi, Arsène Lupin, je te l'achète le prix que tu veux. Laisse-moi faire. » Le juge d'instruction prit Lupin par le bras et gravement. « Madame Formerie ? Madame Formerie est libre.
Elle vous attend avec impatience. Comment cela? Voyons, monsieur le juge d'instruction, je savais bien que vous consentiriez à la petite expédition que je vous proposais. Un refus de votre part n'était pas admissible. Pourquoi? Madame Formerie est trop jolie. Fin du chapitre 10.